Je vous demande toute votre attention. On est prêt à recommencer, s'il vous plaît. Alors Bernard de Montréal, on a abordé dans cette première partie sur les facultés médiumniques toutes les grandeurs et les décadences de la médiumnité, les aléas, les maladies, les travers. Maintenant, est-ce qu'il existe une forme de médiumnité qui soit pure? Dans votre définition, ce serait quoi de la médiumnité pure? Sous contrôle. Sous contrôle de l'individu, là. Vous venez de répondre à la question. La médiumnité, elle devient pure, parfaite, elle sert l'homme quand elle est sous le contrôle de l'ego, quand elle est sous le contrôle du mental humain. À partir du moment où la médiumnité est sous le contrôle, qu'est-ce que ça veut dire que la médiumnité soit sous le contrôle de l'homme? Prenons un exemple. Admettons que nous parlons. Bon. Sur le plan matériel, si vous me dites quelque chose qui est intelligent, je l'accepte. Ça arrive rarement. Vous comprenez? C'est pas mon rôle d'être intelligent. Si vous me dites quelque chose qui ne va pas, ça vibre, Oui. je le questionne. C'est facile sur le plan matériel. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui produit les conflits entre les hommes. Parce que les hommes ne sont pas capables d'écouter les hommes dans leur intelligence. Parce qu'ils ne sont pas dans leur intelligence. Mais lorsque l'homme sera dans son intelligence, il pourra être en communication. Je n'ai pas d'objection à ce que l'homme communique avec les plans. Mais ce que je trouve dangereux, c'est que lorsque l'homme communique avec les plans et qu'il n'est pas dans son intelligence, il ne possède pas d'outil ultime, absolu pour trancher les questions. D'accord. Donc, si on revient à l'aspect mécanique de notre conversation, si je suis dans mon intelligence, vous êtes dans votre intelligence, nous nous parlons, donc nous échangeons de l'information. Si vous êtes plus avantagé que moi sur le plan de l'intelligence, à ce moment-là, moi, je peux bénéficier de ce que vous dites, mais il ne faut pas que je sois désavantagé par le fait que vous êtes avantagé. Il ne faut pas qu'il y ait d'envahissement du territoire psychique de l'autre. Voilà, il ne faut pas que mon territoire psychique soit envahi, comme il ne faut pas que le vôtre soit envahi. Dans le cas de la médiumnité, ce n'est pas ce qui existe. L'homme, son territoire psychique est totalement envahi, donc il devient totalement vulnérable à une forme quelconque de vérité. Parce que lorsque nous sommes médiumniques avec les plans spirituels, nous ne sommes pas en position psychologique de discuter avec eux parce que l'information vient d'un plan qui n'est pas humain. Donc nous avons une tendance naturelle, à cause de notre spiritualité, à prendre l'information comme elle vient. Mais avec l'évolution de la psychologie supramentale, qui est une nouvelle science du mental humain, nous découvrirons que l'homme, sur le plan humain, a accès à un mental supérieur, c'est-à-dire à un mental dont le centre vibratoire, le chakra central, est parfaitement équilibré avec la résonance de sa réalité multiple, c'est-à-dire physique, vitale, astrale, mentale et cosmique. Donc, l'homme nouveau possédera une intelligence de plus en plus perfectionnée. Son intelligence étant de plus en plus perfectionnée, elle vibrera, autrement dit, il vibrera mentalement de plus en plus. Il viendra à un point où il sera capable de déceler, à cause de sa vibration, la condition, l'imperfection, le jeu, la subtilité, la suggestion, l'empire, la domination des principes spirituels qui établissent avec lui une liaison télépathique. À partir de ce moment-là, l'homme commencera à se méfier des mondes spirituels. Et à partir du moment où l'homme peut se méfier, je ne peux pas dire se méfier dans un sens négatif, je veux dire que l'homme en arrivera à se méfier des plans spirituels dans le sens qu'il sera capable de regarder froidement l'information qu'il reçoit et de la contrôler, de pouvoir revenir, si vous voulez, à l'attaque contre les plans spirituels. Si moi, par exemple, je me prends comme exemple, si j'étais en contact avec un médium qui me disait quelque chose, n'importe quoi, je serais obligé de toujours vérifier ce que je reçois à travers le médium, à travers moi. Autrement dit, si ce que le médium me dit, je le sais,
c'est-à-dire s'il fait parfaitement mon affaire, je peux dire, ah, c'est intéressant ça va. Mais si le médium me dit quelque chose qui ne fait pas parfaitement mon affaire parce qu'il y a une vibration que je sens dans ce qui est dit, à ce moment-là, c'est moi à dire au médium ou à dire à l'esprit que oui, mais il y a telle chose à ça. Et l'esprit sera forcé de corroborer ce que je sais. Autrement dit, ce que l'homme de l'évolution ne réalise pas, c'est que le monde spirituel, les plans spirituels, d'un ordre ou d'un autre, sont absolument impuissants face à la mémoire cosmique de l'homme. Autrement dit, face au savoir de l'homme. Autrement dit, face à l'énergie mentale de l'homme. Ils sont impuissants. Il n'y a pas un esprit qui peut discuter avec un être parce que sa lumière, son énergie, elle est plus vibrante que ce que eux peuvent absorber dans leur propre monde. Donc, ils vivent un éblouissement. Et quand ils vivent cet éblouissement, quand ils voient cet éblouissement sur leur plan, ils sont obligés de se rendre à l'évidence que l'homme sait, autrement dit, qu'il est dans une intégration d'énergie. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent devenir des amis de l'homme. Ils peuvent devenir des connaissances occultes de l'homme. Ils peuvent devenir des supports de l'homme. Ils peuvent donner à l'homme de l'information, mais ce sera dans un cadre de communication télépathique entre leur monde et le monde de l'homme. Mais l'homme n'a pas besoin d'eux pour vivre psychiquement. Est-ce que ça correspond au phénomène des speakers actuellement? Ça correspond parfaitement au phénomène des speakers. Le phénomène des speakers, c'est un phénomène qui est relativement neuf, dans ce sens que aujourd'hui, à cause de l'évolution et à cause de l'ouverture de la conscience humaine et de l'évolution du mental, et à cause des événements qui s'en viennent, qui sont connus des mondes spirituels, à cause du fait qu'il est su que l'homme est à la recherche d'une identité, ainsi de suite, il y a des êtres dans les mondes spirituels qui entrent en communication, en sympathie vibratoire avec des individus très sensibles et qui s'offrent de donner à l'homme de l'information sur l'organisation psychologique ou psychique de son moi. Ceci est bon dans la mesure où l'homme inconscient peut finalement commencer à partager des formes de connaissances qui ne font pas partie des aspects rudimentaires et mécanistes de ce que nous apprenons dans les universités ou les écoles. Bon, ça c'est une étape. Mais il y a l'autre étape ensuite qui vient, où l'homme doit en arriver à comprendre et à réaliser que la relation télépathique entre le plan matériel et les plans spirituels, c'est une relation qui est forcément vouée éventuellement à l'éteinte totale. Autrement dit, les hommes ne savent pas qu'éventuellement le contact télépathique entre le plan matériel et les sphères spirituelles sera terminé, mais les sphères spirituelles le savent. Et ceci les inquiète parce que les sphères spirituelles, étant donné qu'elles sont composées de conscience et d'atomes extrêmement raffinés, d'atomes ou de matière qui se rapportent à l'organisation psychique, mentale et émotive de l'homme, ce sont des sphères qui se nourrissent de l'homme, un peu comme l'homme se nourrit des plantes, il se nourrit du minéral, il se nourrit des animaux. Les sphères spirituelles se nourrissent de l'homme sur le plan mental, sur le plan de l'émotion, donc elles ont besoin de l'homme pour leur survie spirituelle. Et c'est au cours de l'évolution de leur survie spirituelle qu'il se crée le grand cycle de la réincarnation, le grand cycle de la relation entre ces sphères et le plan matériel, donc le cycle de la mort et de la vie, de la mort et de la vie. Et tant que le cycle de la réincarnation demeure, ces sphères sont sécurisées dans une sorte d'autonomie qui leur permet, à longue haleine, d'établir une domination sur l'espèce en évolution, dans le cas présent, l'humanité, à travers toutes les formes sociales, historiques, psychologiques, psychiques de notre évolution. Mais à partir du moment où l'homme va passer de l'involution à l'évolution, l'homme entrera dans ce que j'appelle le droit d'aimer. L'homme aura le droit d'aimer, c'est-à-dire que l'homme aura la capacité de la suffisance de son psychisme. C'est-à-dire que autant sur le plan psychologique de l'ego, durant le jour, il sera intégral, autant sur le plan psychique, la nuit, dans le rêve, il deviendra intégral et éventuellement l'homme ne rêvera plus. Il passera du rêve psychologique au rêve psychique, c'est-à-dire qu'il entreprendra de ramener à sa conscience des éléments qui font partie de l'événementiel sur le plan matériel pour comprendre la vie ou la vie des autres, pour les aider à saisir la dimension de certains messages, mais envoyés par l'image.
ou la forme pensée-image, qui est le rêve, soutenu par une certaine conscience selon l'individu. Mais ceci n'est pas assez. L'homme, un jour, devra en arriver à passer complètement au-delà du rêve pour entrer dans la conscience mentale éthérique, c'est-à-dire avoir une conscience parfaite, autant sur le plan matériel que sur le plan de l'éther. Et à partir de ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin du support spirituel de sa conscience, c'est-à-dire, il n'aura plus besoin d'utiliser le processus de la réflexion qui fait partie de l'organisation psychologique de son moi et aussi de la structure de ses pensées, donc de la structure systématique et systémique de son ego. Donc l'homme deviendra réellement un canal parfait, c'est-à-dire une jonction ou le produit d'une jonction entre sa matérialité, c'est-à-dire son cerveau matériel, et son immatérialité, c'est-à-dire son cerveau éthérique, qui lui pourra filtrer l'énergie de la mémoire cosmique, c'est-à-dire le savoir, pour le véhiculer à travers l'homme, pour que l'homme puisse le parler et créer sur le plan matériel une nouvelle science. Est-ce que ça veut dire que les événements vécus dans une journée seront intégrés au fur et à mesure qu'ils seront vécus, actualisés et intégrés parfaitement? Les événements de la journée seront parfaitement intégrés au fur et à mesure qu'ils seront vécus, et l'homme ne vivra plus dans la suspension psychologique de la valeur de son action. L'homme n'aura pas le doute de son action. L'homme vivra l'action systématiquement. L'homme vivra l'action créativement avec une certitude qui défie la psychologie évolutive. Et à ce moment-là, c'est là qu'on pourra dire que l'homme est bien dans sa peau. L'homme ne cherchera pas au cours de l'évolution à être heureux. Il cherchera à être bien dans sa peau, ce qui veut dire que la nature de l'intelligence, qui sera extrêmement avancée avec le temps, lui permettra de reconnaître en tant qu'être matériel une relation parfaite avec l'énergie à travers le monde de la pensée, mais sans que le monde de la pensée devienne pour lui un support psychologique ou un support psychique. Autrement dit, l'homme utilisera la pensée, non pas pour vérifier quantitativement ou qualitativement la nature de son savoir, mais pour bénéficier d'une communication extrasensorielle avec des plans qui ne pourront plus se jouer de lui parce que lui sera devenu autonome dans la certitude absolue de son savoir. Mais pour que l'homme en arrive à ceci, l'homme nouveau, il lui faudra prendre conscience quelque part au cours de son évolution que sa relation médiumnique avec les sphères est une relation temporaire qui l'a aidé à se spiritualiser, c'est-à-dire à élever la conscience de son centre mental inférieur à un niveau supérieur pour commencer à percevoir le raffinement de l'énergie de l'esprit. Parce que l'homme ne peut pas entrer dans son intelligence cosmique, dans sa mémoire cosmique, s'il ne connaît pas les aspects rudimentaires de la subtilité de l'esprit. L'homme ne peut pas passer de l'aspect purement cartésien, brutal, carré, linéaire de la logique intellectuelle à une sorte d'empirisme psychique absolument nouveau auquel il n'est pas habitué. Donc, il doit s'habituer. Donc, il s'habitue, mais avant de pouvoir vivre sa réalité, il est obligé de s'habituer à la réalité des plans, mais une réalité qui ne convient pas à la sienne. C'est comme si l'homme est obligé, pour se guérir, de prendre de la cortisone qui est néfaste à son corps. Mais s'il en prend un peu de cortisone, ça peut être bon. Mais s'il en prend trop, ce n'est plus bon. De l'esprit, c'est de la cortisone. Si l'homme prend trop d'esprit et qu'il ne comprend pas les lois de l'esprit, il crée en lui une déformation qui devient dégénérative sur le plan de son être intégral. C'est-à-dire qu'il perd son identité, il se crée une identité spirituelle, et son identité spirituelle devient le mouvement subtil de l'esprit à travers son mental. Et la première chose que nous savons, c'est que l'homme n'est plus capable de vivre sur le plan matériel une vie normale. Il n'est pas capable d'épouser à la fois le matériel et l'invisible. Il est déchiré par l'invisible, il laisse tomber le matériel, et la première chose que nous savons, il travaille pour le gouvernement, sur la sécurité sociale. Vous comprenez? Alors que l'homme, lui, étant intégral, doit être capable de travailler sur le plan matériel comme l'homme inconscient, mais avec une conscience supérieure, aidé dans ses débuts par la télépathie, la communication avec les plans spirituels, mais avec la condition qu'éventuellement, il laisse tomber cette deuxième béquille. Autant le rationalisme cartésien, la logique cartésienne de l'ego peut être une béquille pour l'inconscience, autant
la démesure télépathique, la rencontre entre le cerveau humain et des entités peut être aussi une démesure. Et l'homme doit passer d'un stage matériel à un stage spirituel pour en arriver finalement à une conscience parfaite, c'est-à-dire à un équilibre parfait entre l'énergie de sa conscience, les lois des mondes invisibles et les lois du monde matériel. À partir de ce moment-là, il a fait la synthèse, il est intégré, il peut facilement se séparer la nuit et aller dans les plans spirituels, il peut investiguer, mais il est toujours autonome, c'est-à-dire qu'il a une identité, il a perdu la capacité de croire, il est simplement maintenant capable de parler avec, mais toujours en résonance avec sa réalité, et jamais en dissonance avec sa réalité, ce qui devient en résonance avec leur réalité. Est-ce que le rêve, lui aussi, est une faculté médiumnique, dans le sens que c'est un contact avec d'autres plans? Oui. Est-ce que c'est un contact avec sa mémoire? Est-ce que c'est la possibilité d'utiliser un véhicule, de se créer un passage, de communiquer avec d'autres plans? Le rêve, c'est une expérience médiumnique, inconsciente, c'est pour ça que nous appelons ça le rêve, qui permet à l'homme de recevoir de l'information, mais qu'il ne comprend pas. Il y a des milliards d'individus qui rêvent. Mais si vous ne comprenez pas vos rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sur les plans la nuit, comme vous vivez sur le plan le jour, vous vivez des expériences et vous ne les comprenez pas, donc souvent ces rêves deviennent des fardeaux. Les individus qui vivent des rêves depuis des années, il y a des individus qui vivent des rêves depuis qu'ils sont jeunes, des rêves qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Un jour, un rêve qui se répète, il faut qu'il cesse de se répéter. Autrement dit, il faut qu'un jour l'homme ait la conscience de son rêve. Qu'est-ce que le rêve lui dit? Il y a dans ce rêve de l'information. Autrement dit, il faut que le rêve passe du stage psychologique au stage psychique. Quand le rêve est au stage psychique, ça veut dire que l'individu, lui, est capable, lorsqu'il se réveille le jour, de comprendre son rêve. Donc, il est capable d'utiliser l'information pour le perfectionnement de sa conscience humaine. Sinon, le rêve devient une perte d'énergie. Il y a des gens qui rêvent et se réveillent le matin, ils sont absolument épuisés. Mais est-ce qu'on peut exprimer sa volonté dans un rêve? On peut exprimer sa volonté dans un rêve, mais lorsqu'on exprime sa volonté dans un rêve, on ne rêve plus. Ce n'est plus un rêve. Il faut donner à cette expérience un nouveau terme. Il faut dire, bon, ben, on fait un voyage dans l'astral, on est conscient dans l'astral, ou ce n'est plus un rêve. Un rêve, c'est l'astral inconscient. Quelqu'un qui a rêvé souvent qu'il était agressé dans le rêve et qui un jour devient lui l'agresseur, ou disons qu'il fait volte-face à ses agresseurs, qu'est-ce qui se passe psychologiquement ou psychiquement dans sa vie? C'est qu'il a pris une certaine conscience sur le plan occulte, donc automatiquement sur le plan humain, il va changer. Ça veut dire qu'il y a des événements sur le plan humain qui vont coordonner avec la symbologie ou l'interprétation psychologique de ce qu'il a vécu sur le plan occulte. Un rêve est toujours prémonitoire. Un rêve indique toujours ce que l'homme doit éventuellement reconnaître, ce que l'homme doit éventuellement vivre. Il n'y a pas de distinction entre la conscience du rêve et la conscience psychologique de l'ego. Il y a une relation étroite. Mais si l'ego ne comprend pas le rêve, à ce moment-là, le rêve devient simplement une expérience astrale qui ne lui sert pas sur le plan humain. Donc, c'est une sorte de perte d'énergie. Mais viendra le temps où l'homme étant conscient, c'est-à-dire où l'homme étant de plus en plus intégré à son énergie, pourra facilement comprendre ses rêves, pourra facilement comprendre les rêves des autres. Donc, il aura un nouvel outil pour étudier la performance psychologique et psychique de son moi. Bon, on passe environ un tiers de notre vie à dormir et à rêver, peut-être 2 tiers pour les fonctionnaires. Mais est-ce que ça n'a pas une fonction vitale? Au niveau du corps vital, le rêve, est-ce que c'est pas une capacité de se régénérer le corps vital? Oui, le rêve, c'est une capacité de se régénérer le corps vital, mais quand on rêve, il y a des gens qui disent, ah ben moi je rêve jamais. C'est pas vrai. On rêve tout le temps. C'est que les gens, pour toutes sortes de raisons, ne sont... Une personne qui se conscientise, éventuellement, va prendre conscience de ses rêves. D'ailleurs, si vous me demandez, bon, ben, pouvez-vous me donner une sorte d'indication de ce qui se passe psychiquement chez une personne consciente? Une personne qui commence à se conscientiser commence à prendre conscience de ses rêves.
Elle rêve et elle rêve. Et éventuellement, même, les rêves deviennent tellement intéressants, ils sont tellement... ils illuminent tellement la vie de l'individu ou la vie d'autres individus, selon la nature du rêve, que le rêve devient une étude qu'il fait tous les jours. Et éventuellement, l'homme dépassera cet état, il passera à un autre stage où ce ne sera plus un rêve, ce sera simplement un mouvement de son intelligence, de son esprit sur des plans, et à ce moment-là, éventuellement, il entrera dans une autre dimension de conscience, il passera éventuellement à l'éthérique, donc il pourra faire un raccordement étroit entre ce qui se passe dans l'invisible et ce qui se passe sur le plan matériel, mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. Albert Jacquard, le généticien, disait que la fonction du rêve, c'était de ramoner les neurones. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ramoner les neurones, ça veut rien dire, parce que tout ce qui vit, tout ce qui vibre, ça ramone les neurones. Quand tu pètes, ça ramone tes neurones. Mais quand tu pètes, ça t'amène pas nulle part, excepté que ça organise les gaz de ton estomac. Donc, il y a déjà même quelque chose, mais sur le plan de la conscience, c'est pas grand-chose. Donc, se faire ramoner les neurones quand on rêve, si ça ne nous sert pas, c'est simplement un ramonage. Mais il faut éventuellement qu'il y ait du feu dans la cheminée. Donc, quand l'homme se conscientise, il y a du feu dans la cheminée. La période de ramonage, elle est là, il y a toujours du ramonage, mais il se passe quelque chose. Et le rêve doit être utile. Et la meilleure façon de comprendre ces rêves, ce n'est pas de les étudier soi-même, c'est de les parler avec quelqu'un d'intelligent. Parce que l'homme nouveau découvrira que la science du mental n'est pas une science qui se pense, c'est une science qui se parle. Donc, lorsque l'homme apprendra à parler avec des hommes, là, à ce moment-là, il verra que il peut facilement exprimer le rêve. Alors que le penser, le rêve, c'est plus pénible parce que l'énergie, en parlant de ramonage des neurones, c'est intéressant parce que l'énergie cosmique de l'homme, elle est tellement subtile, elle est tellement puissante dans un même temps que, de par sa nature, elle n'a pas tendance à créer de la mémoire. Donc, un homme qui a une conscience universelle a de moins en moins de mémoire. Donc, s'il vit un rêve, par exemple, il n'aura pas, ce sera pénible pour lui d'étudier son rêve, parce que l'énergie de sa conscience n'a pas tendance à créer du mémoriel. Mais s'il le parle, son rêve, avec des comparses, avec des gens qui sont sur sa longueur d'onde, à ce moment-là, l'énergie créative va passer à travers son mental, va passer à travers sa parole, et le rêve deviendra une étude. Mais ceci fait partie de l'évolution de l'homme. Bien. Les rêves prémonitoires, d'où vient l'information? Les rêves prémonitoires viennent soit des entités ou ils viennent du double. S'ils viennent du double, ils viennent de la conscience cosmique de l'homme. S'ils viennent des entités, ils font partie de la relation karmique entre l'homme et les entités. Quand nous parlons des relations entre les hommes et les entités, nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que je dis que l'homme est un être dominé par les principes négatifs ou positifs de l'astral, que nous devons mettre de côté le contact entre l'homme et les sphères. Mais nous devons considérer et réaliser que les sphères utiliseront et feront tout pour créer un lien avec l'homme. Et si un homme est le moindrement sensible, médiumnique, et qu'il commence à recevoir de l'information qui est précise sur le plan matériel, les entités se serviront de ce rêve pour établir un lien avec lui pour qu'il éventuellement se cultivie spirituellement, qu'il s'ésotérise spirituellement, et c'est comme ceci qu'il l'amène à la domination. L'homme découvrira que les sphères, les mondes spirituels peuvent engendrer n'importe quoi. Ils peuvent engendrer même le pouvoir à travers la médiumnité pour créer un lien avec un être humain afin de pouvoir bénéficier d'un adepte. Les êtres spirituels aiment les adeptes. Que vous soyez des adeptes de la magie noire ou que vous soyez des adeptes de la magie blanche, ils aiment les adeptes parce qu'ils aiment que les hommes les servent dans des plans que eux comprennent mais que l'homme ne connaît pas. Regardez le phénomène hitlérien. Hitler a servi les forces occultes involutives lucifériennes avec la bonne intention de donner à l'Allemagne une mission mondiale. Son plan, dans le fond, n'était pas bête parce que l'Europe se déchirait, mais le plan original, le plan occulte de sa relation médiumnique avec les sphères, et lui était totalement voilé. Donc, il a créé énormément de désordre dans le monde, de désastres. L'homme
qu'il soit en contact avec les sphères spirituelles ou qu'il soit en contact avec les sphères lucifériennes, ne connaît jamais la raison du contact. Et l'homme nouveau connaîtra la raison du contact et il découvrira une chose, qu'à partir du moment où nous sommes en contact télépathique médiumnique avec les sphères, que ce soit les sphères négatives ou positives, nous sommes en initiation. Et l'homme, l'être humain, n'est pas un être qui doit éventuellement continuer à être initié. L'homme n'a pas... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une insulte à l'homme d'être initié. Ça veut dire quoi, être initié? Ça veut dire que nous sommes des idiots et que nous devons appartenir à des sectes spirituelles, des cercles spirituels, des sphères spirituelles, pour apprendre des petits secrets des sphères spirituelles. Lorsque l'homme, lui, dans l'organisation totale, psychique, vibratoire de son être-té, matériel, astral, vital, mental supérieur, possède toutes les clés, non pas simplement de sa propre évolution, mais de l'évolution du plan matériel, de l'évolution des sphères spirituelles et de l'évolution de l'énergie, c'est-à-dire de la rencontre entre son énergie type, qui est le double, et lui-même dans la fusion future de l'évolution. Donc l'homme n'a pas besoin d'être initié, mais que l'homme soit initié au cours de l'évolution, c'est normal, parce que l'homme a été dominé par les principes spirituels. Mais à partir du moment où une instruction va permettre à l'homme de comprendre les lois de l'invisible d'une façon parfaite et de désésotériser l'occulte et de déoccultifier l'ésotérisme, là, l'homme va rentrer dans la science du mental, c'est-à-dire dans la science de l'énergie. Donc, à partir du moment où il va avoir possédé la science de l'énergie, il va avoir parfaitement sous son contrôle la science de la forme. En ayant la science de la forme, il sera capable de l'utiliser pour ajuster les formes spirituelles de la télécommunication, pour briser des formes spirituelles de télécommunication ou pour les renverser si le cas est nécessaire, afin de se libérer, lui, du connu et entrer dans ce qui est infini, inconnu, mais auquel lui est directement relié par sa fusion à l'énergie. Donc l'homme sera libre. Ce sera l'homme de demain, l'homme nouveau. Ce que demain on appellera le surhomme, c'est-à-dire l'être qui n'est plus régi par les lois de l'évolution, mais qui est parfaitement assied sur le Gibraltar de sa propre conscience, universelle, cosmique, dynamique, créative, égale entre tous les hommes, mais différemment ajustée en vibration entre tous les hommes. Vous avez commencé un jour à développer un concept qui me paraissait très très intéressant. Si je me souviens bien, vous avez utilisé le terme de mécan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Des mécans. En parlant du rôle ou de la fonction du cauchemar. Puis ça n'a pas été peut-être développé jusqu'au bout, où je vous ai interrompu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est qu'un cauchemar et quelle est sa fonction ou ses conséquences, ses effets sur un individu? Vous m'aviez parlé d'une échelle que l'homme graduait en mécan, comme si c'était des degrés de graduation quelque part dans la conscience, à travers le cauchemar qui était intégré ou je ne sais pas quoi. Bon, le cauchemar, c'est une condition psychique occulte, autrement dit, qui est dans l'invisible, qui fait partie du rêve, qui est extrêmement bonne. Un cauchemar, c'est toujours bon. Parce qu'un cauchemar, ça équivaut dans la vie de l'homme à une crise psychique qui a des conséquences sur le plan matériel, qui correspond au plan matériel. Et la partie de l'homme qui crée le cauchemar, c'est toujours la partie réelle de l'homme. Mais la partie réelle de l'homme qui crée le cauchemar, elle utilise toujours la mémoire humaine. Mais elle ne peut pas utiliser la mémoire humaine d'une façon qui convient à une dynamique plaisante pour l'ego. Sinon, ce ne serait pas un cauchemar. Donc, la partie réelle de l'homme est obligée de créer un mouvement de son énergie par le fracas des formes. Le fracas des formes dans le monde psychique, ça équivaut à la contradiction très grave, très forte, très puissante de certaines valeurs psycho-émotives que nous avons sur le plan matériel. Par exemple, disons qu'un homme, par exemple, aime beaucoup son père. Il aime son père sur le plan humain. Dans le cauchemar, il vivra une expérience terrible ou horrible avec son père. S'il n'est pas conscient ou s'il n'est pas suffisamment évolué, il vivra le cauchemar d'une façon psychologique. Donc, il sera terrorisé, il ira peut-être voir le psychologue, ainsi de suite, pour avoir une sorte de définition psychologique de cette situation.
Mais s'il est conscient et s'il connaît les lois de l'énergie, il réalisera que s'il haït son père, c'est le début de sa maturité, c'est-à-dire que c'est un signe venant de l'énergie, à travers toutes les formes de sa mémoire, liées à son émotivité, liées à son intellect, qui lui permettent d'entrevoir la possibilité finalement d'atteindre un certain niveau de volonté. C'est le meurtre du père. Le meurtre du père, c'est la libération du fils. C'est évident que nous ne devons pas tuer le père sur le plan matériel, mais nous devons tuer le père sur le plan psychique. Autrement dit, le type qui est inconscient et qui est débalancé et qui est possédé par les forces lucifériennes, s'il vit le meurtre du père sur le plan psychique, il peut le tuer sur le plan matériel. Donc vous avez encore la domination du principe des forces spirituelles. Si l'être est un être suffisamment ascendant, suffisamment évolué, à ce moment-là, il vivra le meurtre du père sur le plan psychique, donc il comprendra que le meurtre du père représente le début de la volonté, donc sur le plan humain, psychologique, il verra que dans sa vie, il est temps qu'il commence à prendre sa vie en main. Donc son rêve, qui est un cauchemar terrible, dans le fond, est une expression intéressante d'un devenir qui est proximatif, qui est près de lui. S'il n'est pas capable de vivre son cauchemar et de le comprendre et de l'établir, de l'intégrer, il vivra le meurtre du père pendant des années, donc il tuera son père pendant des années, et finalement, l'ayant tué tellement de fois, il se croira abominablement négatif, il ira voir le psychologue et il essaiera d'avoir un aide quelconque. S'il tombe dans les mains d'un psychologue qui est sensible, parce qu'il y a des psychologues qui sont intuitifs, qui sont bons, qui connaissent bien l'aspect clinique de leur matière à travers une intuition qu'ils possèdent, qui font d'eux de bons psychologues, à ce moment-là, il pourra finalement comprendre son rêve. S'il a un psychologue qui est totalement cloué à la thèse classique du rationalisme de la psychologie, à ce moment-là, il n'ira nulle part. Il va simplement payer des heures de souvenance. Vous comprenez? Donc, le cauchemar, c'est une période extrêmement importante dans la vie de l'homme, mais il ne faut pas vivre constamment des cauchemars. Donc, si un homme vit un cauchemar, 2 cauchemars, 3 cauchemars, je parle de cauchemars réellement, des cauchemars solides, là, qui fracassent et qui s'éveillent à la réalité, après ça, il n'y en aura plus de cauchemars. Il verra que sa vie psychique devient de plus en plus allégée, donc que sa vie matérielle devient aussi, psychologique, devient de plus en plus normalisante. Mais il faut qu'il le comprenne, ce cauchemar. Mais c'est toujours bon, un cauchemar. Pouvez-vous m'expliquer une expérience que j'ai vécue il y a une dizaine d'années lorsque j'ai trouvé un livre sur les quais de la Seine, chez les bouquinistes, un vieux bouquin de 1800 quelque chose, qui s'appelait Le rêve dirigé. Alors moi j'ai digéré le livre et ensuite j'ai commencé à appliquer cette technique-là du rêve dirigé que semble-t-il beaucoup de personnes cherchaient. C'était une édition introuvable et qui n'avait pas été réimprimée. Le pire c'est que ça a fonctionné. Et en utilisant cette technique-là, j'ai pu aller donc sur le plan que j'appellerais le plan du rêve, parce que c'est bien difficile pour moi de définir, mais la nuit, et consciemment avoir un contact avec une forme d'intelligence qui avait une moitié de corps, c'est-à-dire elle avait juste une tête qui flottait sur un fond très sombre, avec 2 autres têtes de chaque côté, comme des espèces de disciples. Je me suis adressé donc à cette entité, et je lui ai posé des questions qui me semblaient insolubles au niveau ésotérique ou métaphysique, etc. Et j'étais sur le moment agréablement surpris d'avoir les réponses à ces questions, et même la capacité de faire répéter les réponses pour être bien certain de m'en souvenir à mon réveil. Si ça suffisait pas, je pouvais faire même dessiner le maître en question, parce qu'il était en turbané. Je pouvais lui faire dessiner sur un tableau, me faire des schémas, parce que j'étais très visuel, il fallait qu'il me fasse des dessins. Il me donnait des explications, etc. Donc j'ai été plusieurs fois en contact avec ce maître qui travaillait sur ce plan-là. J'ai eu donc beaucoup d'informations qui m'intéressaient à l'époque. Et à un moment donné, je lui ai demandé son nom. Et ce qui était drôle dans la relation, c'est que on ne se parlait pas, on n'articulait pas, c'était télépathique. Mais c'était très clair. Et lorsqu'il m'a dit son nom, j'ai bien eu de la difficulté à l'intégrer parce que c'était un nom hindou. C'était comme Chogyam Trungpa, non, une affaire comme ça, bizarre, Rinpoche et tout.
Mais curieusement, 2 ou 3 jours après, je reçois le livre d'un éditeur sous la porte qu'un ami m'envoie parce qu'il avait écrit ce livre-là. Puis je le feuillette et puis là, je vois le nom du personnage que je contactais sur ce plan. C'est un maître qui était exilé du Tibet, qui vivait en Californie, qui s'appelait effectivement Chogyam Trungpa, et Rinpoche, c'était un titre spirituel. Jusqu'au temps où je vous ai rencontré. Et à ce moment-là, au contact de votre intelligence, peut-être par transfert un peu par symbiose de cette intelligence, je me suis aperçu que j'étais capable moi-même d'avoir les réponses aux questions que j'allais chercher chez ce maître-là, et le contact a cessé. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que ce maître-là est vivant. C'est un gourou aux États-Unis, en Californie. Est-ce que c'est un contact que j'avais avec quoi? Avec sa mémoire pendant le rêve? Est-ce que lui était conscient de donner une instruction sur ce plan-là que d'autres personnes pouvaient aller chercher? C'était quoi? Ce contact-là sur les plans faisait partie de la nécessité des plans spirituels d'ouvrir avec vous pour vous amener éventuellement à comprendre au niveau de l'événementiel la conjonction dans l'événement sur le plan matériel. Autrement dit, ça faisait partie du développement de votre sensibilité. Autrement dit, les plans vous donnaient accès à quelque chose, confirmaient l'événementiel, faisaient une connexion au niveau de l'événementiel pour vous donner une sorte de preuve psychique. Mais à partir du moment où vous êtes arrivé à un point où vous pouviez vous donner vos propres réponses, fini. Et c'est ça la chose. C'est que à partir du moment où l'homme est capable de se donner ses propres réponses, il n'a plus contact avec ces plans-là. Mais est-ce que ces gourous-là font un travail qui est conscient, supposons le jour Ce n'est pas, non. Non, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur le plan spirituel. Les hommes pensent que le type s'en va sur les plans le soir et qu'il travaille et qu'il communique avec quelqu'un, l'autre le voit et que nous vivons l'illusion des plans astraux de la même façon que nous vivons l'illusion de la télépathie. Si moi je dis quelque chose et que vous recevez la même information dans un même moment, vous pouvez tomber dans l'illusion que c'est moi qui vous la communique. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion qui est maintenue par les sphères spirituelles pour donner à l'homme l'impression du pouvoir, de télépathie. Lorsqu'en fait, moi, je reçois quelque chose, je me donne quelque chose comme information, et vous donnez quelque chose dans l'information. Donc, la télépathie que nous vivons, la synchronicité de la pensée, elle fait partie de la conscience universelle, de votre ego universel et de mon ego universel. Mais ce n'est pas moi qui est télépathique vis-à-vis vous, ou vous vis-à-vis moi. C'est la même chose au niveau de ce qui se passe au niveau des plans. Au niveau des plans, dans les plans, l'expérience de l'homme peut être facilement raccordée avec ce qu'il vit sur les plans supérieurs parce que dans les mondes spirituels, il y a une liaison étroite entre l'homme lumière, le double, et les plans spirituels. Autrement dit, l'homme lumière, le double spirituel, l'ego spirituel a beaucoup de pouvoir sur les sphères spirituelles quand il est évolué et quand il a une grande science des mondes. À partir de ce moment-là, l'ego spirituel est capable de créer une situation dans les plans, au niveau de l'imagerie, qui va convenir parfaitement avec l'événementiel sur le plan matériel. Et si l'ego n'est pas conscient de ceci, il a l'impression que ce sont les plans spirituels qui créent la situation. Et ce ne sont pas les plans spirituels. C'est lui, en tant qu'ego universel, qui crée à travers les plans spirituels la forme de l'expérience pour qu'elle conjugue parfaitement avec ce qu'il va vivre sur le plan humain. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que c'était un autre moi-même sur un autre plan, quelque chose de moi? C'est vous-même sur un autre plan qui crée sur le plan spirituel, sur le plan astral, l'invocation de l'énergie. Autrement dit, vous créez dans les mondes astro-spirituels les conditions psychiques nécessaires à votre perception psychologique sur le plan humain. Votre ego spirituel sait qu'il va vous faire aller en Californie ou qu'il va vous faire rencontrer ou qu'il va vous faire rencontrer chez Eaton quelqu'un parce que c'est lui qui est vous. Donc vous vous amenez chez Eaton. Mais vous, étant inconscient de la mécanique, vous croyez que vous avez rencontré un maître dans l'astral qui était le maître dans le livre et ça, c'est pas comme ça.
Et cette illusion, elle est tellement grande qu'elle est probablement la plus fondamentale, et c'est ce que les hommes, les ésotéristes, les occultistes aiment à croire. C'est entretenu, ça. C'est entretenu, et plus c'est entretenu, plus ça fait partie, plus ça fait l'affaire des sphères spirituelles, plus l'homme est dominé. Moins l'homme connaît les lois occultes, donc plus il perd contact avec sa réalité, moins il comprend les sciences de son énergie, moins il vit son ego universel, moins il a réponse à ses propres questions, plus il est obligé d'aller les chercher ailleurs, soit dans des livres ou sur des plans. Et c'est comme ça continue, et c'est ça l'esclavage de l'involution face aux doctrines occultes, aux mouvements occultes de la conscience humaine. Bon, ça, c'est sur un exemple sur un plan individuel, mais prenons maintenant le même genre d'exemple, mais sur un plan collectif. Vous savez qu'il y a des groupes ésotériques qui ont pignon sur rue, cossus, très respectables et respectés, etc., qui fonctionnent au niveau d'un sanctum céleste, où ils se rencontrent la nuit, où ils ont une instruction qui leur est donnée par toujours des frères aînés ou des maîtres invisibles. Collectivement, quelqu'un peut aller dans cette bulle et rencontrer, être en affinité vibratoire avec ces maîtres-là et recevoir une instruction. Sur un plan collectif, il y a une heure, un timing, on se retrouve là. Bon, quand ils ont une heure, un timing et qu'il se retrouvera, l'ego spirituel de chaque individu crée l'illusion parfaite pour tous les individus. Autrement dit, votre ego spirituel vous crée la situation, il le crée à moi, il le crée à l'autre, et vous vivez votre bulle tout seul, moi je la vis tout seul, l'autre la vit tout seul, mais lorsque nous venons le jour, nous avons l'impression que nous l'avons vécu ensemble. Autrement dit, les mondes spirituels, ce sont des mondes qui ont la faculté d'organiser les formes pensées, autrement dit les miroirs psychiques, pour l'ego sur le plan matériel, en fonction de l'ego universel, dans la mesure où l'ego universel est suffisamment évolué pour donner à ces mondes-là le OK. Si l'ego universel donne le OK à ces plans-là vont automatiquement travailler en fonction de ce que lui veut. Si c'est nécessaire pour l'évolution, pour la fusion éventuelle, la conscience éventuelle, que l'ego passe par le trucage de la collectivité astrale, l'ego universel va le faire. Mais si l'homme est réellement conscient, une personne qui va sur les plans là en collectivité, disons que vous, ce soir, nous nous rencontrons sur tel plan, moi je vous dis, bon, on s'en va à telle place, l'autre telle place, et qu'il y a un maître là, et si les hommes sont conscients, ces êtres-là qui se rencontrent, ils verront une faille. Et c'est la faille qu'ils ne voient pas. S'ils voyaient la faille, tout le tableau disparaîtrait. Il y a, dans les mondes spirituels, toujours une faille. L'ego spirituel ne permet jamais à un être humain de vivre une expérience dans les mondes spirituels sans qu'il y ait une faille, parce que les mondes spirituels ne font pas partie de la nature réelle du cosmos. Ce sont des mondes qui font partie de l'évolution de la mémoire. Et comme ce sont des mondes qui font partie de l'évolution de la mémoire de l'homme, ce sont des mondes qui sont parfaitement ajustés au potentiel psychologique de l'ego, mais qui ne sont pas ajustés à la nature même de l'ego universel. Il n'y a pas les mondes. Est-ce qu'il y a un médium dans la salle? Oui, il y en a des médiums dans la salle. Est-ce qu'il y a un certain Michel dans la salle? Bon, je vais vous demander une question, vous me donnez une réponse. OK? La question que je dis, je le dis d'une façon absolue, je dis que les mondes spirituels sont des mondes inversés. C'est-à-dire qu'ils parviennent à se maintenir en état de stabilité parce qu'il existe sur la Terre des hommes qui possèdent une conscience mentale qui est nourrie par un centre d'énergie d'émotion. Si l'homme perdait la conscience mentale inférieure, subjective, et qu'il vivait la disconnexion psychique entre son centre émotionnel et son plan mental, ces mondes automatiquement disparaîtraient. Qu'est-ce qu'on dit? Le besoin de l'homme de se reconnaître dans quelque chose qui ressemble
comme illusion journalière ne force à se faire manipuler d'une façon dont il peut percevoir les effets sans en comprendre les causes. Comprenez? Comprenez? C'est pour ça que, comment je peux dire? Bon, il va venir un temps au cours de l'évolution où ça n'existera plus des mondes spirituels. Il va y avoir le monde de la matière qui va être tellement raffiné, tellement éthérisé, que tout ce qui va exister, ça va être l'éther. Il n'y aura plus de monde spirituel. La seule raison qu'il existe des mondes spirituels, c'est parce que l'homme n'est pas suffisamment avancé pour pouvoir utiliser parfaitement son énergie. Autrement dit, sa conscience cosmique, autrement dit, sa mémoire cosmique, autrement dit, il n'est pas capable de vivre, de supporter le mouvement subtil de l'énergie cosmique qui est quoi? De l'intelligence. Le mouvement de l'énergie est intelligence. Que le mouvement de l'énergie se fasse à travers le minéral, qu'il se fasse à travers la plante, qu'il se fasse à travers l'homme, qu'il se fasse à travers le surhomme. Le mouvement de l'énergie dans le cosmos, il est intelligence. Ça n'existe pas de l'intelligence en soi. C'est un nom que nous donnons à une qualité du mouvement de l'énergie. Si le mouvement de l'énergie à travers le mental de l'homme est tellement perfectionné, nous disons cet homme est intelligent. Mais de l'intelligence en soi, ça n'existe pas. C'est simplement une configuration psychologique pour donner au mouvement de l'énergie une identification psychologique pour que le moi puisse sentir que ça existe, afin que le moi puisse avoir sur le plan de l'ego une réflexion qui donne à son moi planétaire une valeur subjective, une valeur personnelle, une valeur au niveau de la personnalité. À partir du moment où l'homme comprendra les lois de l'intelligence, c'est-à-dire les lois du mouvement de l'énergie dans le mental supérieur qui est en voie d'évolution, l'homme n'aura plus besoin de supporter la clause psychologique d'un moi qui a besoin de vivre en relation psychique avec un monde parallèle, parce que lui, en tant qu'être, aura fusionné avec l'énergie. Donc, il n'aura plus besoin du support psychologique des mondes invisibles pour se créer une mémoire. Il y a une relation. Je vais vous dire une autre chose. Donc, je dis, il y a une relation étroite, parfaite et absolue entre ce que nous appelons la mémoire planétaire de l'homme et l'existence des mondes spirituels. Lorsque la mémoire de l'homme, subjective, planétaire, disparaîtra, les mondes spirituels disparaîtront avec elle. Qu'est-ce qu'on dit? Nous pouvons faire paraître le mouvement énergétique qui est la cause de l'illusion de ces mondes planétaires, mais il sera extrêmement difficile de faire disparaître L'impression. Bon. Pourquoi? Parce que l'impression, vous voyez où les plans, c'est ça que j'essaie d'expliquer. J'essaie, à travers le médium, de démontrer que l'homme a accès à plus que eux sont willing de donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez en avoir la preuve. Vous comprenez? Oui. Si l'homme a accès à plus, eux sont obligés de dire oui. Mais pourquoi est-ce que lui, ce type-là, qui est un type évolué, pourquoi est-ce que lui n'aurait pas accès à toute l'information que moi je suis obligé d'ajouter à? Parce que l'homme n'a pas encore le droit d'aimer. Autrement dit, l'homme n'a pas encore le droit, il n'a pas encore le droit de définir la réalité. Ce sont eux qui ont toujours défini la réalité pour lui. C'est terrible. C'est une illusion absolument extraordinaire. Tous les systèmes de croyance. Mais évidemment, donc nous, disons, dans la salle, les gens qui sont dans la salle ont quand même un certain avantage sur des masses d'individus dans le monde. Mais imaginez-vous ces hommes
qui vivent dans des sections du globe où vous avez une conscience tribale, des gens qui vivent dans des sections du globe où vous avez des formes de religiosité fanatisée ou imbibée de kérosène occulte ou de kérosène spirituel. Il n'y a pas possibilité de s'en sortir. Et éventuellement, l'homme sera obligé par lui-même de définir les lois du réel. Et lorsqu'il fera ceci, il n'y aura pas dans le cosmos de déséquilibre, mais il y aura dans l'univers une très grande ascendance de la conscience, à laquelle l'homme, avec son énergie, son ego supérieur, spirituel, cosmique, pourra vivre et partager l'évolution. Vous disiez tout à l'heure que tous les êtres humains étaient médiums. Tout. Est-ce qu'il vous arrive dans vos séminaires, par exemple, de contacter des gens qui ne sont pas des médiums officiellement et avoir la même relation? Si je rencontre des gens dans mes séminaires qui ne sont pas médiums officiellement, je les médiumnise. Je les rends médiums. Tous les hommes sont médiums. L'ego se bloque à cette médiumnité pour toutes sortes de raisons, parce que, en général, les hommes, quand ils rencontrent les hommes, n'ont pas une tendance naturelle à faciliter le passage de l'énergie dans les autres. On a plutôt l'intelligence à bloquer les autres. La nature normale de l'homme, c'est de bloquer l'homme, c'est de bloquer l'individu. Nous n'avons pas cette fluidité d'énergie, nous n'avons pas ce dégagement égoïque qui nous permet de réaliser que, tel bonhomme, il est médium, il a quelque chose à me dire, lui, il a quelque chose à me dire, lui, il a quelque chose à me dire. Tous les hommes ont quelque chose à me dire. Nous avons plutôt la tendance égoïque, orgueilleuse, spirituelle, occulte, à nous vouloir dire. Nous avons quelque chose à dire. Mais nous ne sommes pas prêts facilement à accepter que le petit bonhomme là dans le coin, là, qui vient de Saint-Tite, lui, il a quelque chose à dire. L'autre à Saint-Caillou, il a quelque chose à dire. Oui. Parce que nous vivons une conscience déformée, nous ne comprenons pas les lois de la réalité, de l'énergie, nous ne comprenons que les lois spirituelles, donc nous disons, lui, ce bonhomme-là, il est médium, lui, d'accord, lui, il peut me dire quelque chose, mais l'autre, là, qui vient de Saint-Caillou, il n'y a rien à me dire, le gars, assis-toi, là, puis écoute-moi, là. Vous comprenez? Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale qui sera défaite par la conscience supramentale, qui sera défaite par l'homme nouveau. C'est ça qui universalisera la conscience humaine et qui fera des hommes, des êtres capables de se parler et d'apprendre les uns en relation avec les autres. La vogue actuelle, et particulièrement en Californie, et en Amérique du Nord et au Canada, est au biofeedback. Les techniques d'alpha-genèse où l'on se construit un atelier mental, où on change les rythmes du cerveau et où on programme, par exemple, des désirs que l'on peut avoir, une insuffisance au niveau matériel, financier, etc. Curieusement, on s'est aperçu aussi en parallèle avec ces recherches-là que la religion nous demandait de prier au moment où on tombait dans le sommeil, les minutes qui précédaient le sommeil, et aussi au sortir du sommeil. Et aujourd'hui, les scientifiques mesurent qu'à ces moments-là, le cerveau est en émission d'ondes alpha. Donc, que l'on se programme volontairement par le biais d'appareils scientifiques où on peut contrôler l'émission des ondes pour des fins matérielles ou d'assouvissement de n'importe quel besoin, ou que l'on contacte par le biais de la prière des dieux, qu'est-ce qu'on contacte? D'abord et de l'autre. On contacte toujours une condition psychique qui nous sert dans notre expérience. Autrement dit, mais qu'est-ce qui a la faculté d'actualiser dans notre événementiel là ce qui a été demandé? C'est l'illusion psychologique de l'ego qui croit qu'au niveau de l'ego, il peut commander quelque chose, lorsqu'en fait, ce qu'il commande fait déjà partie du mouvement de l'énergie passant dans son cerveau pour lui faire demander quelque chose. L'ego a un libre arbitre. L'illusion du libre arbitre, qui est une illusion planétaire qui sera détruite avec l'évolution, lorsque l'homme passera de l'involution du libre arbitre à l'évolution d'être libre, il réalisera que la faculté psychologique de penser à n'importe quel niveau fait partie de l'organisation psychique de son moi en fonction de la détérioration proportionnelle de sa volonté. Avec la condition élevante, émotivement et égoïquement, d'avoir l'impression de faire quelque chose pour lui-même, de pouvoir faire quelque chose pour lui-même. L'homme peut avoir l'illusion de faire quelque chose pour lui-même, mais si ce lui-même fait
quelque chose qui va à l'encontre de son bien-être réel, à ce moment-là, ça fait encore partie de son expérience. Autrement dit, moi, je vais prier le petit Jésus pour qu'il me fasse gagner le Loto Québec. Je gagne le Loto Québec. Je perds la boule. Je fais un mauvais investissement. Je m'achète une maison de 500 000 balles. Je donne un fusil à mon fils. Un jour, mon fils se tire. Ça fait toute partie de l'affaire. L'homme en arrivera un jour à comprendre que ses pensées ne sont pas réelles. Donc, il sera amené un jour à créer sa pensée. Et il créera sa pensée lorsqu'il sera capable de réaliser que sa pensée est colorée par les mondes spirituels. Et tant qu'elle sera colorée, elle ne sera pas sienne. Tant qu'elle sera pas sienne, elle fera partie du libre arbitre, elle fera partie de l'expérience. Et à l'intérieur de ceci, il fera du biofeedback. Ça fait partie d'un jeu cosmique. C'est le cercle vicieux. Il n'y a rien de plus vicieux que le cosmos. Est-ce qu'il existe des cercles vertueux? Des cercles vertueux sont les plus vicieux parce que quand on est vertueux, on ne peut pas voir son vice. Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous et bonne fin de soirée. Tu ne me mets pas un pouce. Bien.